Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous qui sommes sans passé, les femmes. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Nous sommes en guerre. Eh bien, si vous avez entendu le nouveau président d'Argentine, Javier Milei, les ministères de la femme, dehors, les ministères de ceci, dehors. On va en reparler de le Javier Milei, le nouveau président argentin. C'est très intéressant et beaucoup plus compliqué qu'on ne vous le présente. Mais en attendant, on va parler la guerre, oui, nous sommes en guerre. Il croyait pas si bien dire, ou si mal dire Emmanuel Macron, c'était au moment du Covid, mais c'est rien, le Covid, à côté de ce qui se passe, notamment à Crépol. On va en parler avec Georges Fenech. On va aussi parler, effectivement, vous vous rappelez, on va fiche en l'air l'économie russe, on va la mettre à genoux. Eh bien, la France aide l'exportation du gaz russe et de l'uranium. Comment ? Oui, comment ? L'embargo, les Russes, nos ennemis. Eh ben oui, on va en parler aussi avec un expert énergétique qui nous dira ce qui se passe. Et puis on va parler effectivement de la confession de Brigitte Macron à Paris Match, très intéressante. Et nous allons recevoir une avocate pour un problème bouleversant, les placements abusifs d'enfants. Terrifiante histoire. Terrifiant drame, hélas, quotidien pour un certain nombre de gens. Christine Serrada sera la seconde partie de cette émission. En attendant, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, attachez vos ceintures, on part. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Crépol, la Drôme, un village de 500 habitants. Et ce week-end, l'horreur. L'horreur ou l'ensauvagement ? Le quotidien ou l'exceptionnel ? On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. À Lavoine, il y a plus de 40 ans, quand on arrive en ville. Et quand on arrive dans un village, qu'est-ce qui se passe samedi soir ? Une fête privée, le bal de l'hiver. 350 jeunes dans la salle des fêtes du village de Crépol, dans la Drôme. 2h du matin, un groupe d'au moins une dizaine de personnes s'est présenté devant la salle. Il s'agissait d'individus venus de l'extérieur de la commune. Un vigile qui leur interdit l'accès a été blessé à l'arme blanche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il y a eu un adolescent tué, Thomas. Et écoutez ce qu'a dit aux Parisiens l'organisatrice de la fête. Vous voyez, une fête comme on en fait un peu partout, en France et ailleurs, une fête de village. Écoutez. Donc je vois que mon fils est là, il était là, tout allait bien. J'avais vu mon conjoint entre-temps qui avait été frappé. Je rentre dans la salle, je vais dans la cuisine, là je vois Thomas allongé par terre. Avec aussi des gens qui essaient de le sauver. Ils sont venus avec des couteaux de cuisine, des couteaux de boucher. On peut bien faire la fête avec des couteaux de cuisine et de boucher. Faut pas dire que c'était une bagarre, non. Ils sont venus, ils ont planté des gens, les autres ont voulu se défendre. Ils ont voulu se défendre et défendre les autres. Voilà, protéger. Donc nous, on a enfermé tout le monde dans la salle. En attendant que la gendarmerie arrive, on s'est tous calfeutrés dans la salle. On a fermé tout le monde dans la salle, on a empêché tout le monde de sortir. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. De mineurs, il y avait des parents qui venaient chercher leurs enfants à la fin du bal et on savait pas ce qu'il y avait dehors en fait, on savait pas où ils étaient, donc on les a tous enfermés pendant des heures et des heures, les pauvres. Il y avait du sang partout. Ils avaient peut-être 15 ans, 16 ans ces gens-là, ces jeunes. Et moi ce qui m'inquiète c'est est-ce qu'ils vont être punis ? Mais j'y crois pas, c'est ça le problème, c'est qu'on ne croit même pas à la punition en France. On croit même pas à la punition en France. Ils ont attendu pendant des heures que la gendarmerie arrive. Voilà ce que dit la responsable. Georges Fenech, vous êtes ancien magistrat, vous avez été député, et vous venez d'écrire un livre qui a beaucoup de succès, et justement, et légitimement, l'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques, aux éditions du Rocher. Alors,
on dirait, alors voilà, certains ont commencé à dire fait divers, oui, fait divers, un fait divers plus un fait divers. Mais voilà encore des gens, 2 se font refuser par un vigile. Je rappelle simplement, ils sont revenus à quelques dizaines de cités différentes, de villes différentes, et il s'est passé ce qui s'est passé à l'Arme Blanche. Georges Fenech. Moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont les médias traitent cette affaire, comme un simple fait divers. La dépêche AFP, qui parle de troubles faits, vous vous rendez compte, des gens qui sont venus jouer les troubles faits, qui parlent de rixes, ça n'est ni des troubles faits, ni une rixe, c'est une véritable razzia qui a été commise par des jeunes dont on ne doute pas les origines. Ils viennent d'une cité, ils ont voulu en faire des morts, parce qu'ils sont arrivés avec de véritables armes, des couteaux de 20 à 25 cm. La lame, c'est véritablement des armes pour tuer. Il ne s'agit pas d'une rixe qui aurait mal tourné, il s'agissait d'une expédition manifestement coordonnée, préméditée, d'individus qui viennent d'un quartier, d'une cité de Romans-sur-Isère, et qui ont transformé cette fête en véritable horreur, en véritable cauchemar, et malheureusement la mort du jeune Thomas, qui personnellement moi m'émeut beaucoup, surtout que j'ai entendu son profil, hein, c'était un jeune exceptionnel qui joue au rugby, qui n'avait aucun problème, et qui était venu là pour faire la fête, proprement dit. Voilà, donc le jeune Thomas malheureusement a inscrit son nom dans une très très longue liste de jeunes qui ont été tués au couteau ou à la Kalachnikov. C'est une longue série qui signifie que notre société aujourd'hui est véritablement une société ensauvagée. Des scènes d'orange mécanique, tout ce que j'ai voulu dénoncer effectivement dans ce livre que vous avez rappelé, et qui quotidiennement montre que c'est malheureusement une réalité de notre pays aujourd'hui, dont la sécurité n'est plus assurée. Alors on va en parler justement, Georges Fenech. Je rappelle, dans le Dauphiné libéré, ils ont raconté un peu ça dans la dernière édition. Et voici ce que disait un jeune homme, je vous le lis. Un jeune homme dit, on s'amusait, on était entre copains, à passer un bon moment ensemble, et un peu vers la fin, des individus sont arrivés. J'ai entendu que dehors ça s'agitait, il y avait un attroupement, je suis sorti, je me suis pris un coup de couteau dans l'épaule et dans le dos, j'ai vu mon pote Thomas se faire poignarder, j'ai eu peur, je suis retourné dans la salle, j'ai vu un autre pote à moi se faire planter dans le dos, j'ai compressé sa blessure pour faire un garrot, il a été touché au rein. C'était l'horreur. Pour moi, c'était clairement un attentat. Les agresseurs ont dit, on est là pour planter des Blancs. On est là pour planter les Blancs. Son voisin confirme ses propos et ajoute, c'était pas juste une bagarre comme on a l'habitude, où ça s'envoie des petits coups de poing. Les balles de village, on les a tous fait cet été. Dans un bon bal, il y a toujours une bagarre, mais à la fin, sinon c'est pas un bon bal. Là, la bagarre, c'est très bien. Là, on est arrivé entre 15 et 20 personnes. On les connaissait pas, ils ont sorti les couteaux. Alors, Georges Fenech, quand on entend ça, on se dit, mais c'est un sauvagement. Vous avez parlé dans votre livre longuement, justement. Et puis, il y a autre chose aussi. Alors, vous allez me dire, c'est difficile, mais ils ont attendu pendant des heures que la gendarmerie arrive. Et puis, vous avez entendu ce que dit cette dame, l'organisatrice, il dit, mais est-ce qu'ils vont être punis? On ne sait même pas s'ils vont être punis, je doute. Mais c'est ce doute qui est terrible pour les gens. Oui, parce que chacun comprend bien aujourd'hui que la justice est défaillante. Sans quoi nous n'aurions pas tous ces mineurs qui ont ce sentiment d'impunité et qui franchissent aujourd'hui des choses que moi je ne voyais pas lorsque j'étais en fonction. Il y a toujours eu des rixes, etc. Mais là, à ce point-là, on est passé dans une autre dimension. Ce sont des jeunes individus qui n'ont plus peur de rien, qui n'ont pas peur de la police, qui n'ont pas peur de la justice, et pour cause. Lorsque j'entends le témoignage de cette dame, elle reflète finalement l'immense majorité de nos compatriotes qui comprennent bien que la sanction n'est plus appliquée comme elle le devrait, qu'on fait jouer toutes les sortes d'excuses, la culture de l'excuse comme l'on dit, c'est-à-dire ces individus qui font l'objet de discrimination, vous comprenez, il faut les comprendre. Quand je vois qu'il y a à peu près 2 semaines, un de ces mineurs, pour avoir traîné un policier sur 20 mètres avec une voiture, qui est pour moi une tentative d'homicide, quoi.
sentir avec une peine extraordinaire, une peine de 35 heures de travail dans l'intérêt général. Alors que ce pauvre policier a 30 jours d'incapacité de travail, qu'il aurait pu d'ailleurs y laisser la vie. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une défaillance, mais je dis une grave défaillance. Mais c'est presque un abîme, enfin un fossé, quoi. C'est pas, hein. Voilà, tant mais pourquoi, Georges Mais Fenech pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ça fait des décennies que ça dure en réalité. Hein. Encore une fois, il y a tout un courant qui a imprégné au sein de la magistrature. Qui consiste à dire que finalement ces actes de délinquance, ils s'inscrivent comme une conséquence logique de la misère, de la souffrance, de la discrimination, de la vie dans ces banlieues, etc. Et que donc il faut quelque part avoir une certaine compassion pour le criminel, voyez-vous. Et ce courant, il a vraiment infusé, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des mineurs qui comparaissent devant les tribunaux pour enfants et qui ne sont pas sanctionnés comme ils le devraient. Il faudrait revenir à la tolérance zéro. Dès le premier acte, il faut une sanction lisible. Mais bien sûr. Aujourd'hui, on fait tout le contraire. Lorsque vous avez un mineur qui comparaît devant un tribunal pour enfants, on a créé sous le ministère de M. Dupond-Moretti la césure du procès pénal. On le déclare coupable et on renvoie l'affaire à 6 mois, 8 mois, 9 mois pour savoir quelle peine on pourrait éventuellement le condamner. Donc vous voyez bien que cette impunité, elle est réelle. Et quand bien même une peine serait prononcée, on est incapable de la faire exécuter. Voilà, et souvenez-vous de ce cri de la police, à juste titre, en disant que le problème de la police, c'est la justice, voyez-vous. Donc, tant qu'on n'aura pas, effectivement, redonné à la justice ses véritables missions, qui est aussi de sanctionner à la hauteur de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Moi, je pense à nouveau à la petite Lola. Faut pas oublier, torturée, assassinée dans des conditions épouvantables par une ressortissante algérienne qui faisait l'objet d'une OQTF, qui n'était pas exécutée. Je repense à tous ces jeunes qui sont morts aussi, poignardés, sous la Kalachnikov, les trafics de drogue. Je pense à tous ces féminicides. Je pense à tous ces élus. Il y a 40 maires qui démissionnent chaque mois, qui sont agressés. Je pense à toute cette délinquance qu'on ne sait plus maîtriser et qui aujourd'hui fait que notre pays vit une période terrible, quoi. Donc ça veut dire, Georges Fenech, qu'on peut dire aujourd'hui, quand on voit ça, que des crépoles, si la situation continue comme ça, celle que vous décrivez, effectivement, la justice, la police, il y aura des crépoles demain, après-demain et après-après-demain, quoi. Écoutez, il y aura des crépoles dans la Drôme, vous imaginez ces petits villages de 500 habitants, où tout le monde se connaît, le choc terrible que ça produit. Mais ce qu'on peut craindre aussi, c'est que demain, il y ait une autodéfense qui s'organise. Sûr. C'est ça, vous comprenez, parce que vous pouvez pas mettre des escadrons de gendarmerie partout. Vous pouvez pas mettre des gendarmes devant chaque fête qui se déroule dans les 35 000 villages de notre beau pays. Quand je dis beau pays, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Et donc, ce qu'on peut craindre, c'est qu'il y ait un jour ce fameux face-à-face dont parlait Gérard Collomb. On vit côte à côte, demain, face-à-face. Donc, et puis alors, moi, je ne sais pas, j'ai pas confirmation de ce que vous avez fait état tout à l'heure, mais je veux bien le croire, et je ne serais pas surpris quand ces jeunes disent on va se payer des blancs, quoi. C'est ce que dit en tout cas l'un des participants. Voilà, on verra bien, parce que je pense qu'ils seront identifiés. Et c'est terrible de voir effectivement ces bandes qui se constituent comme ça et qui n'hésitent pas aujourd'hui à tuer pour rien, quoi, pour rien. Mais très sincèrement, est-ce que vous, Georges Fenech, l'ancien magistrat, enfin politique aussi, est-ce que il faut hurler à la mort dès qu'on entend le mot autodéfense ? Je pense juste quelque chose, bien, si on vous vous rappelez de cette histoire qu'il y a eu où 3 cambrioleurs sont rentrés chez quelqu'un, je ne sais plus où c'était, mais le type avait pratiqué les arts martiaux, il a fait fuir 2 d'entre eux et il a arrêté l'autre pour attendre la police. Il avait prévenu la police. Il a été arrêté pour séquestration, le cambriolé. Donc, on marche sur la tête. À un moment donné, il ne faut pas se défendre. On marche sur la tête. Moi, je ne préconise pas, bien entendu, d'en venir à l'autodéfense. Et je dis que c'est un risque. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils ont peur, que ce soit partout, que ce soit dans les transports, dans le métro, le nombre d'agressions qu'il y a dans les transports,
le nombre de femmes qui sont violées, mais même sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Il n'y a plus aucun endroit aujourd'hui qui est épargné par cette forme de violence. Vous savez, l'Observatoire national de la délinquance nous a appris qu'il y a environ 120 attaques au couteau par jour. Par jour. Ce qui fait 44 000 attaques au couteau par an. Et il faut voir le profil de ces agresseurs. Il faut arrêter le déni. Il faut regarder en face ce qu'il en est, quoi. Quand vous avez dans nos prisons à peu 25% de ressortissants étrangers, mais bien au-delà, lorsque vous avez, par exemple, le Danemark vient de faire des statistiques sur l'origine des délinquants violents, ils en sont arrivés à 60% qui sont issus de l'immigration. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que tous les migrants ou immigrés sont des délinquants. Mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème culturel, il y a un vrai problème d'intégration. Et si on ne regarde pas ça en face, on ne trouvera pas les solutions. Et comme vous dites, il peut y avoir des réactions qui sont d'ailleurs, qui ne sont pas souhaitées, des excès de l'autodéfense, etc. Mais en attendant, on voit ce qui se passe tous les jours et que ça devient dramatique. Merci Georges Fenech. Merci. Merci Georges Fenech d'avoir été avec nous. On va se retrouver. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je n'oublierai jamais, vous non plus, auditeurs de Sud Radio et résidents de Sud Radio, l'immortelle prédiction du non moins immortel Bruno Le Maire. Nous allons mettre à genoux l'économie russe. C'est fait? Pas tout à fait, mais on va parler de ce qui se passe avec le gaz russe et peut-être l'uranium notamment. À tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et il y a de l'eau dans le gaz entre le Jazz et la Java. Mais il n'y a pas de l'eau dans le gaz entre la Russie et la France. Comment c'est pas vrai, mais l'embargo, etc. De quoi vous dites? Eh ben, on va vous dire ce qui se passe. Eh bien, c'est très simple, hein. Il faut comprendre, il y a la morale et il y a les intérêts. Il y a les paroles et il y a l'action. Donc, pour exporter son gaz par navire dans le monde entier, la Russie utilise des ports européens, dont Zeebrugge et dont Saint-Nazaire. Exposition légale, exportation, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est très simple, l'Europe ne peut pas se passer du gaz russe. Alors, les ONG ukrainiens, les écolos disent, mais comment, je croyais que on avait l'embargo. Oui, on a fait l'embargo sur le pétrole brut, on a fait l'embargo sur les carburants, mais l'Union européenne, estimant ne pas pouvoir se passer totalement du gaz russe, tout comme de ce uranium enrichi, ceux-ci ne sont toujours pas sous sanction. Philippe Charlès, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens. Vous avez écrit les 10 commandements de la transition énergétique aux éditions VA. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, effectivement, l'Europe ne peut pas se passer du gaz russe. Donc, on fait les aimables courriers transmetteurs. Alors, on va dire que c'est quand même, au milieu du gué. En 2021, nous importions, notre consommation, c'était 40% de gaz russe qui était essentiellement importé par pipe. Il faut rappeler qu'il y a 4 routes gazières. Oui. Si on part de l'ouest vers l'est, on a d'abord le Nord Stream. Alors le Nord Stream, il n'est plus opérationnel puisqu'il a explosé. On ne va pas s'aventurer d'essayer de dire qui, on n'en sait rien. Deuxièmement, il y a le Yamal, celui qui traverse la Biélorussie et puis la Pologne. Lui, il est opérationnel, mais il ne véhicule plus de gaz aujourd'hui. Il y a toujours 2 pipes qui véhiculent du gaz aujourd'hui. Il y a d'un côté, et c'est quand même, un pied de nez à l'histoire, c'est celui qui traverse l'Ukraine. Donc, c'est-à-dire que la Russie envoie par ce qu'on appelle le Brotherhood, qui veut dire le pipe de la fraternité, envoie du gaz à l'Europe. Oui. Et donc, en fait, par l'Ukraine. Et donc, à la fois l'Europe paye des redevances à l'Ukraine pour qu'on lui envoie du gaz de Russie. Donc, donc bénéficiaire le gaz, la Russie et l'Ukraine. Et l'Ukraine, les deux en même temps. Donc l'Ukraine et la Russie collaborent toujours en matière de gaz. Et puis on a un autre, vraiment plus à l'est, qui s'appelle le Turk Stream, qui traverse donc la Turquie et qui arrive en Bulgarie.
qui livre du gaz. Qui livre encore du gaz aujourd'hui. Alors néanmoins, les volumes ont quand même fortement diminué, puisqu'on est passé d'environ 40% de la consommation européenne à 10% de la consommation européenne. Donc on a quand même baissé d'environ 30%. Il y a un deuxième type d'approvisionnement. Là, on parlait uniquement des gazoducs. Deuxième type d'approvisionnement, c'est ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. Donc c'est du gaz qui est liquéfié à température très froide, qui est chargé sur un bateau et qui peut être transporté comme du pétrole, comme un liquide. Ce sont les fameux méthaniers. Et donc là, l'Europe a fortement augmenté sa consommation de gaz naturel liquéfié. En fait, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on n'importe plus de pipe par pipe, on l'importe aujourd'hui en gaz naturel liquéfié, dont une petite partie est du gaz naturel liquéfié russe. Et donc, si on rajoute le gaz naturel liquéfié et le gaz par gazoduc, on est passé d'environ 42% à 15%. Et on peut dire entre 2021 et 2023, on va prendre l'année 2022 qui est une année hybride, puisqu'il y a une moitié normale et une moitié anormale. Et donc, on va dire qu'on s'est à peu près stabilisé. Et essentiellement, le gaz naturel liquéfié aujourd'hui n'est pas importé de Russie massivement, mais surtout des États-Unis, sous forme d'ailleurs de gaz de schiste. Il faut quand même le savoir. La France est le premier importateur de gaz de schiste en Europe via le gaz naturel liquéfié américain. Alors qu'on rappelle que le gaz de schiste chez nous est non seulement interdit d'exploitation, c'est le diable absolu. Voilà, c'est le diable. Il faut même pas essayer de le repérer. Il faut même pas essayer de le repérer. Et on se souvient d'ailleurs dans les années 2014-2015 de Ségolène Royal qui voulait interdire à un méthanier, alors il était acheté par Engie, je crois, c'était une cargaison achetée par Engie, l'interdire d'accoster à Dunkerque pour livrer son gaz naturel liquéfié sous prétexte que ça pouvait être du gaz de schiste américain. Aujourd'hui, on a un peu oublié tout ça. Le débouché du gaz en Europe est aujourd'hui essentiellement est devenu le gaz naturel liquéfié. On importe encore un peu de gaz russe, mais disons que le gaz naturel liquéfié est devenu la première source d'approvisionnement. Il y a quand même encore du gaz norvégien aussi, un petit peu de gaz algérien, mais globalement c'est surtout le gaz naturel liquéfié américain qui a remplacé le déficit de gaz russe, sachant également, c'est important, que notre consommation de gaz a diminué de 10%. Alors, pour quelles raisons? Évidemment, le gouvernement avance le fait que les Français sont très raisonnables et ont diminué leur consommation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même eu beaucoup de chance par rapport à la météo. Le réchauffement climatique, parfois, a du bon. C'est quand même de diminuer la consommation de gaz. Mais le prix du gaz a augmenté aussi. Alors, le prix du gaz, aujourd'hui, est assez bas. Le prix du gaz, on était, il y a un an, à 150 € le mégawattheure. Et puis, vous multipliez par 2 et 2,5 par le prix d'électricité. C'est à peu près, donc on montait à 500 € le mégawattheure, le prix d'électricité. Aujourd'hui, il est à 45 €. Donc, il a quand même fortement diminué. Point important, je ne sais pas si vous savez, mais c'est qu'il y a un certain nombre de méthaniers qui sont en mer et qui ne peuvent pas accoster, tout simplement parce que ils ne trouvent pas preneur pour l'instant. Tout simplement parce que nous avons en Europe complètement rempli nos réserves de nos stockages de gaz sont complètement remplis à 100%, 99%. Donc c'est-à-dire que globalement, sauf à avoir un hiver extrêmement rigoureux, on peut quand même rassurer nos auditeurs qu'il n'y aura pas de pénurie de gaz cet hiver et que le gaz devrait rester à un prix, je le pense, assez raisonnable. Donc ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Alors justement, Philippe Charlez, aujourd'hui, la Russie, est-ce on peut dire, parce que elle a été quand même sanctionnée, je ne parle pas du pétrole, etc., mais par rapport à ce qu'elle a exporté avant et aujourd'hui, parce qu'elle a remplacé peut-être l'Europe par d'autres pays. Est-ce que les sanctions qui ont été déclarées à la Russie par énormément de gens, par l'OTAN, l'Occident, etc., est-ce qu'on peut s'en faire un bilan définitif? On est loin du compte. Et de la finition de tout cela, est-ce qu'on peut dire que la Russie a été très fortement, ou en fait, plus légèrement sanctionnée que prévu? Alors, elle a été sanctionnée, spécialement le transport par gazoduc. Le gazoduc a un point de départ, un point d'arrivée.
si le point d'arrivée, l'acheteur n'achète plus le gaz en arrivée, vous ne pouvez pas l'exporter ailleurs, et la Russie n'a pas les moyens de remplacer comme ça en un clic son gaz par pipe par du gaz naturel liquéfié, parce que ça demande des installations extrêmement lourdes. Donc ce qu'on va dire, c'est que sur ces marchés gaziers, la Russie a dû fermer énormément de puits, on le sait aujourd'hui, et donc on va dire que ces exportations gazières ont fortement diminué. Ce qui n'est pas le cas pour ces exportations pétrolières. Contrairement au gaz, le pétrole, ça circule très facilement sur tous les océans de la planète, et on sait que le pétrole que l'Europe n'achète plus aujourd'hui à la Russie se sont retrouvés en Chine et en Inde raffinés, revenant d'ailleurs en Europe à des prix plus élevés de ce côté-là. C'est toujours ce que j'ai dit. Oui. Autant l'embargo sur le gaz qu'on n'a pas fait était très utile, autant l'embargo sur le pétrole ne servait absolument à rien ou presque à rien. Surtout que, enfin, il faut le dire, on achète du pétrole à l'Azerbaïdjan, qu'a félicité Madame von der Leyen, qui est du pétrole russe, pour une bonne partie, et puis l'Inde. On achète du pétrole indien, raffiné par l'Inde, mais c'est du pétrole russe. On achète également. Du gaz aussi en Azerbaïdjan. Celui qui vient par le Turk Stream, qui passe par la Turquie, est produit essentiellement en Azerbaïdjan. Mais effectivement, le pétrole, c'est toujours ce qu'on a dit. Le pétrole, ça peut circuler où on veut, et donc on a beau faire des embargos, ça sert pas à grand chose. Même à la grande époque de l'embargo sur l'Iran, on sait que l'Iran, avec des rabais certes, mais pouvait trouver des débouchés sur son pétrole. Sauf si vous n'avez pas de côte. Alors là, c'est plus compliqué. Si vous n'exportez que par oléoduc, à ce moment-là, on revient au problème. Mais dès que vous pouvez exporter par bateau, c'est très facile. Et le pétrole, il faut pas le liquéfier, il est liquéfié naturellement, donc c'est très facile. Ce qui est quand même hallucinant dans cette histoire, c'est qu'on a fait beaucoup d'effets de manche pour dire voilà, c'est fini, l'embargo, on aide, etc. Et puis on voit que les trous dans la raquette ne sont plus des trous, mais presque des abîmes. Il y a eu quand même passé de 40% à 15%, ça fait quand même 25% de moins en un an. Mais la Russie a trouvé d'autres débouchés. Elle a trouvé d'autres débouchés pour son pétrole, comme je vous l'ai dit, mais pas nécessairement pour son gaz. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est très intéressant de voir effectivement la petite ou grande différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas scandale en la matière. Mais comme vous dites, enfin, nécessité fait loi. C'est bien ça. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah oui, business is business. On va se retrouver. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il y a plus d'un siècle, Léon Paul Fargue, un des grands poètes français, écrivait « Le piéton de Paris ». Alors, le piéton de Paris, on se disait, mais Paris, on se balade, c'est bien, toutes les chansons l'ont célébré. Non, c'est pas assez. On va se balader plus. À pied, à pied, à pied. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ben voilà, la meilleure façon de marcher, non. La meilleure façon de marcher, c'est ce que ordonne et que préconise David Béliard, adjoint à la mairie aux mobilités. Et oui, pour ceux des auditeurs du Sud Radio qui habitent Paris, voici ce qui vous attend à l'horizon 2030. Et pour ceux qui viennent à Paris aussi, c'est très simple, vous mettez votre voiture aux portes de Paris, s'il y a des parkings, et après, à pied. 300 millions d'euros sont prévus pour un plan piéton Paris. Paris priorité piéton. Voilà, 100 hectares d'espace piéton, 300 millions d'euros, je l'ai dit, 100 rues rendues aux écoles. Écoutez ce que dit David Béliard lui-même. Plus de 100 hectares d'espace piéton d'ici 2030 que nous allons créer à Paris par la transformation de l'espace public tel que nous le réalisons aujourd'hui. Ce sont l'ensemble des aires piétonnes, des rues aux enfants que vous connaissez, des nouvelles places que nous sommes en train de réaliser, par exemple dans le 12e avec la place Félix Éboué. Ce sont les élargissements de trottoirs qui constituent plus de place qui va être donnée aux piétons et à la marche à pied. Nous créons
des aires piétonnes, en tout cas des cœurs piétons, et notre engagement, c'est de le faire dans chaque arrondissement. Écoutez, tout ça est bel et beau, mais vous savez, quelquefois, cher David Béliard et chère mairie de Paris, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est le cas de le dire, pavé de bonnes intentions. Très bien, vous voulez réduire la politique, réduction de la vitesse à 30 km/h, il ne faut pas oublier que ce qui se passe à Paris se passera à Lyon, à Marseille et ailleurs, si le courant continue comme cela. Très très bien, d'accord. Simplement, qu'est-ce qui va se passer au niveau des commerces? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des gens à mobilité réduite? Qu'est-ce qui va se passer aux des gens qui ont des enfants, qui vont amener, effectivement, qui vont amener des enfants? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du pari économique? Je pose la question parce que moi j'adore Venise, et tous ceux qui sont allés à Venise adorent Venise. Effectivement, il n'y a plus de voitures, il y a des gondoles, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'économie? Allez voir rue de Rivoli comment tous les commerces ont été fermés. Tous les commerces d'une grosse partie de la rue de Rivoli, d'un gros vraiment tronçon a été fermé. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne sais pas. Bon, c'est très très bien qu'on respire, Paris respire, qui ne demande pas mieux, etc. Mais il y avait déjà les quais, il y avait déjà tout cela. Que fait-on de ces milliers de petites entreprises, de restaurants, etc. Il faut arriver au restaurant. Quand j'habite de l'autre côté, je vais aller au restaurant, je vais marcher à pied, je vais mettre 2 heures pour arriver dans mon bistrot préféré, je vais mettre 2 heures pour revenir. Encore une fois, c'est très bien, mais il faut un équilibre. On a l'impression qu'on vit avec des ayatollahs d'un côté ou de l'autre, les ayatollahs de la voiture qui ne veulent rien entendre et qui sont obligés d'entendre, et les ayatollahs du piéton, du végétalisme, de zéro, etc., de respiration magnifique, qui ne veulent rien entendre non plus. Vous savez, rappelez-vous un tout petit peu l'équilibre. Encore une fois, Paris, 2 millions d'habitants intramuros, 10 millions la régie de France. Pour ceux qui ont besoin de leur voiture, ils font quoi? Eh ben, vous débrouillerez, vous débrouillerez Alibaba et les 40 voleurs. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Toqué, complètement gaga, qui c'est un nanar, c'est quoi? C'est Javier Milei, on en avait parlé hier dans l'émission. Alors, il vient d'être élu, et alors, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Javier Milei, qui se définit comme libéral, libertaire, ultra-libéral et ultra-libertaire. Et alors, je vous dis, quand on voit ces déclarations, quand même, on se pose des questions. Voilà. Lui, par exemple, considère le pape François comme un sale gauchiste. Il veut dire que redistribuer les richesses est un acte violent. Il a qualifié le changement climatique de mensonge du socialisme. Et David Béliard et Anne Hidalgo vont s'étrangler. Mensonge du socialisme, depuis quand on ose accuser les socialistes de mensonge. Sa philosophie de gouvernement, vous ne pouvez pas donner un pouce aux gauchistes. Il s'engage à mettre fin à la Banque centrale argentine. Son point de vue sur la Chine, il va pas empêcher les Argentins de commercer avec la Chine, mais nous, aucun accord d'État avec les communistes. Voilà. Sur l'avortement, il est violemment contre l'avortement. Et sur les autres hommes politiques, c'est les hommes politiques argentins et la classe politique en général, il dit ceci: méditez. Auditeur résistant de Sud Radio, Mickey Mouse est l'aspiration de tout homme politique argentin parce que c'est un rongeur dégoûtant que tout le monde aime. Est-ce que ça s'applique à d'autres? Je ne saurais le dire. Et alors là, écoutez, on a un sonore formidable qu'Esteban Rania et Thibaut Sadler ont mis en onde. Voilà ce qu'il fait avec le gouvernement. Imaginez un peu Emmanuel Macron qui soit devant le gouvernement français, tous les ministères, et écoutez. Tipo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!
Viva la libertà, carajo, je ne traduirai pas carajo, mais il dit afuera. Afuera, c'est dehors. C'est-à-dire qu'il prend tous les ministères, il découpe les étiquettes et il dit allez, dehors, dehors. Imaginez Emmanuel Macron faire ça, là. C'est impensable, impossible. Il estime, lui, Javier Milei, que, allez, la moitié des ministères, lui, il veut réduire l'État. Il veut réduire l'État, mais drastiquement. Et que la moitié des ministères ne servent à rien. Ils dépensent de l'argent pour rien. Que les fonctionnaires qui sont là, sont là pour rien. Que ne parlons pas des conseillers, des conseillers à la McKinsey. À rien. Tout ça doit disparaître. C'est de l'argent qui doit revenir au peuple et pas aux fonctionnaires et à l'administration. Alors, écoutez, on verra ce que ça donne, hein. Il vient d'arriver, donc c'est trop tôt pour dire. Mais le fait qu'il ait été élu à 56% des voix, dans un pays où le suffrage, où l'élection est obligatoire, hein, il n'y a pas d'abstention, pratiquement pas en Argentine, en dit long quand un pays perd ses repères, est victime d'une inflation galopante, ne sait plus où il est, et quand les gens s'appauvrissent. Voilà, la méthode Milei, en tout cas, c'est vraiment le Karcher. Sarkozy l'avait rêvé, Javier Milei l'a fait. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le début de la chanson, c'est « Tu me fais tourner la tête, mon ménage à moi, c'est toi ». Édith Piaf l'a chanté, Yves Montand, vous venez de l'entendre, l'a chanté. Et Brigitte Macron ne l'a pas chanté, mais l'a très fortement pensé dans cette interview à Paris Match. Elle a donné une interview très très longue à Match, où elle parle de tout, elle parle de sa vie, de Madame Macron, elle parle de... Voilà, et c'est assez émouvant. D'ailleurs, il dit, voilà, depuis 27 ans que je le connais, il n'y a pas un jour, il ne m'est pas étonné. Je n'ai jamais vu une mémoire pareille, visuelle, capacité de stockage intellectuel, voilà. Non, je n'ai pas d'influence sur lui, mais non, je ne suis pas femme politique, voilà. J'ai l'influence qu'une femme peut avoir sur son mari. Et alors, évidemment, on a posé le problème, elle 40 ans, lui 15 ans, alors... De mauvaise langue dit non, elle a plus de 40 ans, elle lui avait moins de 15 ans, mais ça, ce sont des esprits grincheux. Mais c'est intéressant à un moment donné, dans Match, il y a ceci, leur histoire a commencé sur les bancs de l'école, on le sait. Et Brigitte Macron dit, c'était le bazar dans ma tête. Au moment de la mort de mon père, j'étais prise dans un ouragan intérieur. Pour moi, un garçon si jeune, c'était rédhibitoire. Emmanuel devait partir à Paris. Je me suis dit qu'il allait tomber amoureux de quelqu'un de son âge. Et oui, c'est vrai, il a 15 ans, 16 ans. Il va à Paris, il va rencontrer quelques adolescentes. C'est moi qui parle, hein, là. Et je me suis dit, donc, ce n'est pas arrivé. De mon côté, je n'ai plus jamais fait de théâtre à la Providence. Vous voyez, Emmanuel est parti, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le seul obstacle était mes enfants, dit Brigitte Macron. J'ai pris du temps pour ne pas saccager leur vie. Ça a duré 10 ans, le temps de les mettre sur les rails. Vous imaginez ce qu'ils ont entendu. Mais moi, je ne voulais pas passer à côté de ma vie. Je ne sais pas comment mes parents, qui étaient l'exemple de la fidélité et de l'éducation, auraient vécu notre mariage. Papa là-haut regarde Paris Match, ironiser mes frères et sœurs. J'étais leur petite dernière, un raté de la méthode Ogino. Voilà, donc, écoutez, c'est émouvant, c'est bien, elle dit ce qu'elle a à dire, elle dit son amour pour son mari, et puis elle dit effectivement les 25 ou 26 ou plus de différence d'âge, eh bien écoutez, c'est leur problème. Et je crois que c'est vrai, c'est leur problème. Il n'y a pas à rentrer dans ces histoires. La seule chose qu'on peut dire, c'est toujours pareil, c'est que la vie privée appartient à chacun. Il est hors de question pour qui que ce soit, et moi le premier, de juger. Il n'y a rien à juger. Simplement, effectivement, vous savez ce qu'on demande à un président de la République? C'est très simple, c'est de faire le job. Parce qu'il n'est pas là uniquement pour faire plaisir à X, Y et Z. Il est là pour faire le job. Alors, on jugera, hein. On juge, chacun fera son avis. Mais c'est intéressant de voir que, effectivement, on a besoin de parler de la vie privée aujourd'hui des présidents. Il n'y a plus de vie privée, il y a de transparence. Et puis, ce qui est le plus intéressant, et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons choisi ça, c'est que le New York Post
en Amérique, on a repris la chose, on en fait vraiment très fort. Tous les médias américains, en tout cas la plupart des médias américains ont pris la chose. Et c'est ce qui les intéresse, eux, c'est qu'est-ce que c'est que cette femme de plus de 40 ans qui tombe amoureuse d'un garçon de 14-15 ans. C'est ça qui les intéresse. Alors voilà, chacun jugera. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de retrouver le face-à-face où André Berkov reçoit aujourd'hui Christine Serrada, avocate et auteure de ce nouveau livre Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. C'est aux éditions Michelon. Et Christine Serrada, vous êtes aussi avocate référente de l'association L'Enfance au cœur. Bonjour à vous. Bonjour. Les enfants, les enfants peuvent faire un grand discours. C'est l'innocence. Ça devrait être l'espèce humaine la plus protégée. C'est ça, en théorie. Et nous avons parlé la semaine dernière à propos du film Sound of Freedom, de ce qui se passe au niveau des trafics, au niveau de la pédocriminalité, au niveau du trafic d'organes, au niveau des horreurs. Mais il y a d'autres drames, des drames énormes, et notamment ces placements abusifs d'enfants. Donc Christine Serrada fait un livre bouleversant, que je vous conseille. Vous savez, en général, on ne reçoit pas des gens pour des livres qui ne valent pas l'affaire. Et Christine Serrada, vous êtes avocate au barreau de Paris et vous êtes l'avocat référence de l'association L'Enfance au cœur, il faut le dire. Alors d'abord, parlons dans quelles circonstances, juste on va élargir dans quelles circonstances on place des enfants. D'abord, et puis on va parler de l'abus, bien sûr, et des abus. Alors, le placement d'enfants devrait théoriquement et légalement intervenir lorsqu'il y a un danger pour l'enfant faisant que ses conditions d'éducation sont gravement compromises. Ça, ce sont les critères légaux. Et le problème du placement abusif, c'est justement qu'on s'est totalement éloigné des critères légaux et que les placements interviennent pour des motifs qui sont totalement insuffisants et qui ne sont pas en accord avec ceux qui ont été fixés par le Code civil. Alors, attendez, juste pour le Code civil et le placement. Quand vous dites l'enfant en danger quoi, pourquoi quels sont les critères, sans entrer dans tous les détails, mais quels sont les critères, pourquoi? Est-ce que parce qu'il a perdu ses parents? Est-ce que c'est parce que les parents ne sont pas en mesure d'élever? Et qui décide? Voilà, non, je veux dire, c'est important de donner la mécanique de la chose. Donc justement, vous avez mis le doigt sur le problème central, car le Code civil ne va pas donner des exemples. Le Code civil se borne à dire qu'il faut un danger et des conditions d'éducation gravement compromises. C'est tout. Voilà, conditions d'éducation et de développement psycho-affectif gravement compromises. Donc on comprend bien dès le départ que le critère est large et que le danger peut devenir une notion un petit peu valise qui va être interprétée un petit peu au gré des idéologies ou des intervenants. Malgré tout, si le critère était un critère de maltraitance, que ce soit psychologique ou physique, de maltraitance avérée, je crois qu'une partie du problème pourrait être résolue. Et je précise que le placement, au sens où nous allons en parler, c'est le placement, c'est-à-dire le retrait de l'enfant de son milieu familial pour être placé, quel vilain mot, pour être placé en famille d'accueil ou en foyer. Ou en foyer. Alors, qui décide de ce placement? Alors, le placement d'enfants en foyer ou en famille d'accueil est décidé par le juge. C'est forcément une intervention judiciaire. Juge aux affaires familiales. Juge des enfants. Juge des enfants. C'est la matière qu'on appelle l'assistance éducative. D'accord. Alors justement, parlons de ces placements. C'est-à-dire, vous dites vous-même, le problème c'est que c'est l'auberge espagnole, les critères sont très vagues. Et alors, et vous, dans votre livre, vous citez énormément de cas. Et puis vous êtes l'avocat déférent de l'enfance au cœur, c'est bien ça. Alors, au fond, par exemple, dans les cas que vous avez eu, dans les affaires que vous avez eu à suivre ou que vous avez eu à connaître. Quels critères on prend? Parce qu'il faut retirer, donc j'ai bien compris, on retire l'enfant de sa famille parce que elle est incapable, la dite famille, de subvenir aux besoins éducatifs ou s'il y a maltraitance, par exemple. Bon. Alors, oui, quand le placement est fondé
sur une maltraitance psychologique ou physique avérée, je ne le conteste pas. Bien entendu qu'il faut protéger l'enfant. Le problème, c'est l'évolution des critères du placement. L'évolution des critères du placement pose problème, étant donné que, à l'heure actuelle, et depuis déjà un certain nombre d'années, d'abord les placements sont en augmentation, le système est complètement embolisé, on en parlera, mais surtout les critères qui sont retenus par les juges sur le fondement de rapports sociaux, et donc l'influence des rapports sociaux, on y reviendra également, eh bien ce peut être toutes sortes de choses. Le conflit conjugal, le syndrome d'aliénation parentale, qu'on appelle le SAP, et qui ne devrait pas du tout être un critère, on y reviendra également, ou bien il peut y avoir la mère trop fusionnelle, l'enfant pas assez individualisé, enfin on a évolué vers des critères de plus en plus subjectifs. Alors, je crois qu'on n'est pas allé assez loin dans la mécanique. Christine Serrada, vous avez dit le juge, mais vous dites il y a les rapports sociaux. Qui fait les rapports sociaux? C'est très important de rappeler. C'est-à-dire, il y a un problème. D'abord, qui signale? Qui se porte plainte? Alors, comment ça se passe? Il y a un problème, une famille, il y a un problème avec les enfants. Qui porte plainte? Ça peut être un voisin, ça peut être un cousin, ça peut être qui? Alors, le placement démarre très souvent par une information préoccupante qu'on appelle l'IP ou un signalement. Tout le monde peut faire une information préoccupante. On peut même le faire de façon... Je suis voisin, pardon d'insister, mais c'est important d'être précis. Je suis voisin, j'entends qu'il y a des problèmes dans l'appartement d'à côté. Je peux aller dire, attendez, je peux aller signaler. Vous pouvez faire une information préoccupante même en faisant le 119, qui est un numéro gratuit. Vous pouvez le faire même d'une façon anonyme, avec toutes les dérives que ça peut entraîner. Et les institutionnels, évidemment, peuvent faire des informations préoccupantes ou des placements, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les CMP, tout centre qui accueille un enfant, mais également tout citoyen. Et il est évidemment souhaitable que tout citoyen puisse porter à la connaissance des autorités judiciaires, ou en tout cas à la cellule de recueil des informations préoccupantes, des informations véritables disant qu'un enfant est vraiment un danger. Alors, qui vérifie? Comment ça se... Seconde étape, qui vérifie l'appel ou la plainte ou de tel ou de tel? Alors, l'organisme qui vérifie, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes qui va déléguer des services sociaux qui vont faire ce qu'on appelle une évaluation de l'information préoccupante, voire du signalement. Ils vont aller sur ils vont rencontrer la famille, rencontrer l'enfant, faire en général une visite à domicile. Tout ça dans un laps de temps assez court, ce qui explique d'ailleurs que ce soit quand même assez vite fait. Donc quand c'est flagrant, et là je parle des cas de maltraitance avérés extrêmement graves, c'est plutôt le chemin du signalement au judiciaire directement, il n'y a même pas besoin d'une évaluation. Si vraiment il y a une situation de grand danger, il y a ce qu'il s'appelle une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur, là c'est vraiment l'autoroute. Mais quand c'est un risque de danger, qu'il faut donc une évaluation, c'est plutôt le cas des informations préoccupantes, dans ce cas-là, c'est une évaluation par les services sociaux dans un délai de 3 mois. Donc, qui rendent rapport à la justice et au juge, et le juge décide... c'est un petit peu plus compliqué, mais grosso modo, c'est un rapport d'évaluation qui donne une conclusion. Soit les services sociaux pensent qu'il faut basculer au judiciaire et il y aura un juge des enfants, soit ils considèrent que ça va et ils clôturent. D'accord. Alors, ça c'est clair, comme ça on voit bien le tableau et le cadre. Alors, parlons maintenant des abus. Alors, justement, dont vous allez connaître, qui est le sujet central de votre livre, les abus, dans quel cas, enfin, je parle, alors là, on va donner des exemples, parce que c'est très important. Dans quel cas, par exemple, effectivement, et à quel niveau se situe à un moment où il y a eu, et on sait qu'il y en a, juste une question avant. On a une idée des chiffres des placements? Oui, alors... Les chiffres, c'est toujours pareil, c'est toujours un petit peu complexe de donner des chiffres, mais grosso modo, dans cette matière, on en a quand même qui sont assez valables. En 2011, on a eu l'Inspection générale des affaires sociales qui a dit que la moitié des placements étaient évitables. C'est quand même important de penser que la moitié est évitable. C'est beaucoup même. D'autre part, en ordre de grandeur, on a plus de 350 000 enfants qui font l'objet d'une mesure éducative d'une manière générale, la moitié même plus de placements extrafamiliales. Et nous considérons que si la moitié est évitable, il y a une moitié des enfants placés qui ne devraient pas l'être. On parle quand même de plus que la population carcérale, puisqu'on est à 90 000 enfants. C'est quand même énorme de penser que des enfants qui ne devraient pas être placés... Il y a 90 000 enfants qui sont en état de... C'est à peu près ça. Qui sont des enfants de familles bien traitantes et qui ont été placés en dehors de leur milieu familial pour des raisons qui ne sont absolument pas suffisantes lorsqu'on se réfère à des critères de danger ou de conditions d'éducation compromises. Donc le placement abusif est un vrai fléau.
une souffrance terrible pour les familles qui essaient de faire connaître cette situation et de témoigner de toutes les manières possibles. Il y a d'ailleurs une radio concurrente qui reçoit dans une libre antenne tellement de témoignages que l'animateur dit qu'il pourrait faire des émissions que là-dessus. Donc ça concerne énormément de gens. On va en parler tout de suite. Alors justement, on va prendre des exemples de placements abusifs, c'est très important. Une situation effectivement dramatique, comme vous dites, pour la famille, pour les enfants. Souvent, on prend le temps juste après cette petite pause. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je suis pas le seul. Christine Serrada, avocate au barreau de Paris, et elle-même dans tous ses états. C'est pour ça qu'elle a écrit ce placement abusif d'enfants, cette justice sous influence. Alors parlons des placements abusifs. Et je voudrais vraiment, Christine Serrada, que non pas vous nous raconter des histoires, c'est le contraire que vous faites, mais que vous nous racontiez justement comment ça se passe, c'est-à-dire comment se passe l'abus, peut se passer l'abus, et comment justement beaucoup de gens laissent faire. Alors, l'abus commence quand, je l'ai déjà dit, les motifs de placement ne sont pas suffisants et que donc le rapport d'évaluation va aller créer finalement une défaillance parentale qui n'existait pas sur une enquête très rapidement faite, se fondant sur des tartes à la crème, il faut les appeler comme ça, à savoir le conflit conjugal ou la mère qui instrumentalise. C'est un motif de placement très important, le fait que la parole de l'enfant n'est pas crue. On considère que c'est la mère qui a instrumentalisé la parole et donc on va se dire il ne veut pas voir le père, ses raisons ne sont pas bonnes, ce qu'il dit n'est pas vrai, la mère le manipule certainement, donc on va éloigner l'enfant de la mère. Donc il y a cette instrumentalisation. Et on le renvoie chez le père. On le renvoie chez le père. Même si c'est vrai que... Même s'il a dénoncé des agressions ou un inceste, ou alors s'il y a un petit doute, à ce moment-là, on va faire ce placement extra-familial. La Civise, vous le savez, a rapporté le nombre de cas de ce qu'on appelle le placement inversé dans notre jargon, c'est-à-dire le fait de placer l'enfant chez le parent qu'il a désigné comme agresseur. La Civise a expliqué combien les mamans sont poursuivies pour non-représentation d'enfants alors qu'elles sont en train de protéger leur enfant. Et là où ce sujet du placement inversé et des violences sexuelles sur mineurs et des poursuites contre la mère rejoint mon sujet du placement abusif, c'est que très souvent, quand la mère relaie la parole de son enfant et essaie de le protéger, s'il y a un petit doute sur ce que fait ou ne fait pas le père, par sécurité, le juge des enfants peut être conduit très souvent à faire un placement extra-familial. Ce qui est évidemment la double peine pour l'enfant qui a eu le courage de sa parole, qui avait un parent protecteur, et on va le priver de ce parent protecteur en le plaçant en extra-familial, en foyer ou en famille d'accueil. Et il y a énormément de cas là-dessus. Oui, vous avez parlé de la Civise, il y a eu un juge justement qui a été... Effectivement, c'est une autre affaire qu'on va recevoir d'ailleurs. Parlons des cas. Par exemple, justement, parlons de la famille d'accueil. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi en plaçant certains enfants dans les familles d'accueil, et on a vu qu'il y avait des problèmes assez grave. Alors quelquefois ça se passait très bien, mais... Alors les conditions d'accueil en foyer ou en famille d'accueil, il y aurait beaucoup de choses à dire, tellement d'ailleurs que en ce qui concerne les placements en foyer et l'accueil en foyer, vous savez qu'il y a eu Zone Interdite qui a fait 2 reportages tellement choquants, tellement importants en caméra cachée de ce qui se passait dans les foyers où énormément d'enfants ont appris la pornographie, ont subi la violence, etc. Ces reportages ont été tellement choquants que Adrien Taquet a été nommé parce que ça avait été visionné et c'était jugé évidemment inacceptable dans un pays comme la France. Sauf que très récemment, il y a eu à nouveau une émission Zone Interdite qui a dit rien n'a changé, tout est pareil. Donc cette illusion de penser qu'on va protéger l'enfant parce qu'on le met dans un foyer ou une famille d'accueil, c'est véritablement une illusion parce que c'est au contraire une destruction de l'enfant. Je parle évidemment de l'enfant qui ne doit pas y être. Évidemment, oui, l'enfant qui est tronçonné en morceaux dans sa famille et maltraité, il faut le placer. Simplement, à force de placer des enfants qui ne devraient pas l'être, pour des motifs qui ne sont pas suffisants,
eh bien on n'a plus de place pour les enfants qui devraient être protégés. Et donc, ça mène à un constat, la Cour des comptes l'a dit en 2020, il n'y a pas de réelle protection de l'enfance parce que le système est surencombré, parce qu'il est à bout de souffle, parce qu'il est critiquable à tous égards, parce qu'il n'est pas assez contrôlé, et également parce que ce système bénéficie d'un budget de 8,4 milliards annuel, ce qui est énorme. On est 8 milliards 400 000 euros annuels. Annuel, c'est presque... milliards. 400 millions. C'est presque le budget de la justice. Donc quand on vient dire on manque de moyens, non, on manque pas de moyens, simplement les moyens sont extrêmement mal utilisés. L'argent, il existe. Donc il y a dans le placement divers problèmes. Il y a le placement qui ne devrait pas exister, les motifs qui ne devraient pas être retenus, et il y a également l'influence énorme des services sociaux lorsqu'ils enquêtent sur une famille ou lorsqu'ils donnent leur avis sur l'opportunité d'un placement. Et là, on voit cette fabrique de défaillance parentale qui s'est mise en route et qui font que le juge aura la tendance majoritaire d'entériner le rapport social et de donner raison à l'opinion des services sociaux et à placer l'enfant ou à prendre une mesure éducative. Oui, mais Christine Serrada, vous semblez dire que les services sociaux ne font pas leur job. Parce que où il y a quand même des gens qui honnêtement enquêtent et regardent, j'imagine. Oui, bien sûr, mais beaucoup d'enquêtes ont été faites sur la façon de faire des travailleurs sociaux. Je dis pas que les travailleurs sociaux sont tous mauvais, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis que tout ça va trop vite et que tout ça manifeste des influences et des idéologies qui sont axées en premier lieu sur la défaillance parentale. On cherche sans arrêt la défaillance parentale. Et on l'imagine si elle n'existe pas. Il y a une vision subjective de la famille, il y a une vision subjective du danger qui amène à des rapports sociaux à charge. Mais précisément cette idéologie, soyons là aussi précis, vous dites quoi? C'est-à-dire que un certain nombre de services sociaux, disons, pas tous bien sûr, on ne généralise jamais, mais vous dites que en fait les parents sont responsables. Il y a quoi? Il y a une ère du soupçon déjà de base et à la base sur les parents? Oui, je pense. Je le pense vraiment. Je pense que il est difficile d'appréhender une culture familiale, une famille dans son entier, quand on arrive et qu'on fait un travail social. On devrait avoir une modestie énorme et on devrait vraiment prendre en considération les faits. Or, toutes les familles le disent, les rapports sociaux contiennent énormément de propos biaisés, même mensongers, ne tiennent pas compte des faits, ne tiennent pas compte des preuves qui sont données par les familles. C'est véritablement à charge. Et pour une famille, se retrouver dans ce circuit socio-judiciaire, c'est vraiment être le pot de terre contre le pot de fer. L'influence des rapports sociaux, le fait qu'ils soient entérinés en grande majorité, fait que dès le départ, il y a une dissymétrie très importante entre les familles et les services sociaux. Le juge va suivre les rapports sociaux dans la plupart des cas. Oui, mais alors justement, Christine Serrada, vous pratiquez, etc. Enfin, vous avez eu suffisamment de cas, mais vous savez très très bien que très souvent, l'enfant, que ce soit la petite fille ou le petit garçon ou autre, a tendance à rester silencieux, a tendance à parler, a tendance à simuler. Même les parents ont tendance à simuler. Il y a très très souvent ce silence, cette loi, cette omerta, et on l'a très très souvent dénoncé. Donc comment savoir? Je ne pense pas que les familles aient tendance à être mutiques quand il s'agit du plus important pour elles, à savoir leur enfant. Elles vont au contraire expliquer quel est leur fonctionnement, quelle est leur manière de voir. Elles vont expliquer ce qu'elles font pour l'enfant. Elles vont être en général, au contraire, très transparentes, et elles se le reprochent parfois. Non, mais sauf s'il y a des problèmes, sauf s'ils maltraitent leur enfant. Bien entendu. Que ça ne se voit pas. Mais encore une fois, je fais un distinguo fondamental dans les cas de familles maltraitantes, et c'est relativement facile à les pincer, entre guillemets, et à objectiver cette maltraitance, et les familles bien traitantes dont je parle aujourd'hui, et sur lesquelles j'ai écrit ce livre, à savoir des familles bien traitantes qui n'ont rien à voir avec le fait de mettre en danger l'enfant ou d'être maltraitantes sur l'enfant, et qui, elles, font la preuve de leur bonne foi relativement facilement. Simplement, si vous êtes face à quelqu'un qui a terriblement de soupçons dès le départ, qui va essayer de chercher l'erreur, de chercher la faute, la particularité qui passe pas. Aucune famille n'est normée à l'heure actuelle en France. Les familles n'ont jamais été aussi diverses. Les cultures familiales et les familles elles-mêmes, c'est un mystère qu'on devrait un petit peu respecter et aborder, comme je le disais, avec modestie, en allant vers les faits et en voyant comment l'enfant se comporte. Or, dans une famille, il est facile de dire, regardez, mon enfant est scolarisé, tout va bien à l'école, mon enfant fait des activités extrascolaires, il n'y a aucun problème dans les activités, les voisins ont parlé, il est suivi par un psy, il y a un pédiatre, qu'est-ce que vous venez nous reprocher? Or, il y a quand même des reproches.
Or, il y a quand même des reproches. On va en parler tout de suite après cette petite pause, et puis au 0826 300 300, vous aurez évidemment la parole, auditeur de Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Christine Serrada, placement abusif d'enfants. Paru chez Michelon. Justement, Christine Serrada, je voudrais que vous nous donniez quelques exemples de placements abusifs. Oui. Vous connaissez telle ou telle famille. Il ne s'agit pas de nommer les noms, mais de raconter. Voilà, donc l'exemple typique, c'est l'après-divorce. L'après-divorce, quand le père, évidemment, quand même, c'est souvent le cas, je le dis clairement, a des comptes à régler avec la mère et va écrire au juge des enfants pour dire qu'il considère que la mère est fusionnelle, qu'il ne voit pas assez l'enfant, qu'il a l'impression qu'elle lui met des paroles dans la bouche, que ses droits ne sont pas respectés, etc. Et d'ailleurs, j'ai raconté dans mon livre l'exemple d'un père qui avait son enfant absolument dans les droits de visite et d'hébergement qui avaient été prévus par le juge, donc il n'avait à se plaindre de rien du tout, qui a quand même écrit au juge des enfants pour dire qu'il avait cette impression que la mère était fusionnelle et aliéner l'enfant, ce fameux syndrome... Le monter contre lui, quoi. Oui, ce fameux syndrome d'aliénation parentale qui n'a aucune existence scientifique, au point d'ailleurs, il empoisonnait tellement les décisions de justice que Laurence Rossignol a fait une note en disant il faut quand même regarder de très près, ce concept n'est pas scientifique. Donc le père écrit au juge des enfants en disant voilà, mon enfant est instrumentalisé par la mère, etc., etc. Et il y a eu une ouverture du dossier devant le juge des enfants et finalement, les services sociaux, dans leurs diverses enquêtes, on dit que la mère était effectivement aliénante, avait une rancœur, etc., etc. L'enfant, finalement, a été placé pour lui permettre de s'individualiser. Hein, c'est toujours cette expression qui revient. A été placé en famille d'accueil. A été placé en foyer puis en famille d'accueil pour lui permettre de s'individualiser et d'avoir une pensée propre. Ça, c'est vraiment le genre de jargon psychanalytique qu'on trouve dans les rapports sociaux. Il s'est retrouvé placé pendant 18 mois. J'ai eu un mal fou à le faire sortir de ce placement. Il a été déscolarisé 4 fois, il a perdu complètement sa confiance dans les adultes, le manque maternel était énorme et la rancœur pour le père a été telle que lorsque le placement a enfin été levé, son père ne s'est plus jamais intéressé à lui, puisque lui, ce n'était qu'un règlement de compte qu'il cherchait, l'enfant n'a plus jamais vu le père, c'était un ado. Et sur le plan scolaire, il a eu des conséquences pratiquement irréversibles, donc il est en train de remonter la pente, mais la destruction a été très très importante. Il y a également les cas, alors ils sont peut-être moins importants, mais ils existent, d'instruction à domicile qui tournent mal, où les rapports sociaux, dans le cas d'une famille en particulier dont je parle dans mon livre, ont considéré qu'il y avait un fonctionnement clanique, que les enfants, alors que l'organisme chargé de gérer le travail des enfants scolaires à domicile n'avait rien dit de négatif, eh bien les services sociaux ont trouvé qu'il y avait un fonctionnement clanique, que les enfants étaient trop avec les parents trop avec les enfants, les protégeaient trop, etc. Là, c'était pas des parents séparés. Les enfants ont fait l'objet d'un placement extrêmement long, au point que finalement ils n'ont pas pu les récupérer pendant plus de 3 ans. Bon, puis de toutes les manières, c'est une histoire qui est malheureusement pas encore terminée. C'est-à-dire qu'effectivement le placement foyer ou en famille d'accueil ou les deux fait une espèce cause une rupture, quoi. Oui, c'est une rupture, et puis c'est aussi une disqualification des parents qui est très très douloureusement ressentie par l'enfant, parce que les parents devraient pouvoir protéger contre tout quand ils sont bien traitants, devraient pouvoir protéger contre la séparation, contre le manque. Quand ils font leur boulot de parents. Quand ils font leur boulot de parents, car je parle des familles bien traitantes, des familles qui ne maltraitent pas leurs enfants et qui pourtant se voient enlever les enfants. C'est ce combat-là qui est le mien. C'est pas le combat contre le placement d'une manière générale. Seulement, comme je le dis, si on place des enfants qui ne doivent pas l'être, eh bien, il y aura encore des Marina, des Fiona, des Kevin qui se feront tuer par des parents parce qu'on ne peut pas protéger tout le monde si on protège mal et trop. Et alors justement, vous avez aussi des exemples où, par exemple, où vous avez pu, enfin vous, quand je parle pas seulement vous, toutes les personnes qui font ce combat, qui mènent ce combat avec l'enfance au cœur, etc., vous avez pu gagner. Est-ce que vous avez un exemple d'une affaire où vous avez pu renverser la vapeur, si on peut dire? Il y a des affaires dans lesquelles nous arrivons avec des rapports sociaux vraiment tout à fait accablants, où en ayant très très bien préparé le dossier, préparé vraiment des éléments de preuve, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de conviction, et en donnant ces éléments
éléments quand même à l'avance pour que le juge, qui en général statue sur le siège, c'est-à-dire immédiatement, ait quand même le temps de les voir tranquillement et puis se rendre compte qu'il y a véritablement une exagération chez les services sociaux et dans ce cas-là, ne fait pas la mesure. Mais encore une fois, les rapports sociaux entérinés sont malgré tout le quotidien des prétoires. Donc c'est pour vous dire combien le travail de l'avocat est difficile. En même temps, il est très important. Juste un mot là-dessus, Christine Serrada, je ne sais pas, ça j'ai pas. Est-ce que les parents peuvent faire appel quand le juge des enfants statue? Oui, ils peuvent faire appel. Ils peuvent faire appel, mais c'est un recours qui prend des mois, puisque dans la plupart des grandes villes, même dans les petites villes, entre la décision du juge des enfants et la cour d'appel, il se passe des mois. Donc le mal est fait quelque part. Le mal est fait. C'est un recours qui est extrêmement fictif en quelque sorte, et c'est d'ailleurs ça fait partie des dysfonctionnements judiciaires de la loi. Alors je crois que 0826 300 300, vous avez la parole. Je crois qu'on a... Oui, nous avons Alexandrou qui nous appelle depuis Orange. Bonjour Alexandrou. Bonjour Alexandrou. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Madame Serrada. Bonjour, on vous écoute Alexandrou. Donc je voudrais juste pour un préambule deux choses. Il y a des cas extrêmement désespérants et difficiles où la justice, les assistants sociaux doivent intervenir pour enlever les enfants à leurs parents maltraitants. Ouais. Et ça, il ne s'agit même pas de se poser la question si oui ou non il faut le faire. Oui, c'est ce que dit Christine Serrada pour les enfants maltraitants. Et le deuxième point qui me concerne moi, c'est que en ce qui concerne la relation entre les parents, dans mon cas précis, j'ai eu une chance énorme que la maman de mon enfant n'a jamais cassé du sucre sur mon dos et de ma part, jamais fait quelque chose de malveillant. Ouais. Et pourtant, la relation entre adultes, elle était exécrable, je peux pas dire autrement. Et on a essayé de s'en sortir comme ça. Et à un moment donné, il y a intervenu un petit couac qui a fait que maman elle a craqué. C'était pas à cause de moi, c'est sa situation à elle qui a fait qu'elle a craqué, que je comprends très bien. Et l'assistante sociale, un rouleau bureaucratique affreux nous a détruits. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, l'assistante sociale? Juste un mot rapidement, Alexandre. Donc, une enquête sociale à charge pendant 3 mois qui a abouti à une description catastrophique de l'état physique de l'enfant et médical de l'enfant. C'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, je demande des preuves pour ces descriptions. D'accord. Et j'ai jamais eu ça. Et qu'est-ce qu'elle dit, Madame Serrada, vis-à-vis de la déconsidération totale, le mépris palpable de l'assistante sociale envers les parents. Merci Alexandre. Justement, Christine Serrada va vous répondre. Alors, les rapports sociaux et les services sociaux ont la fâcheuse habitude de faire des diagnostics, même s'ils n'ont pas les compétences des diagnostics. C'est ainsi que, comme je le disais, il y a des théories psychanalytiques et des syndromes qu'on colle sur les parents. Le syndrome de Munchausen, le syndrome de Médée, etc., qui sont des syndromes que seul pourrait diagnostiquer un psychiatre avec des heures et des heures et des heures d'intervention. Et en 2 minutes, on voit ces qualificatifs qui tombent sur la famille par des gens qui n'ont pas du tout les compétences de poser ce type de diagnostic, avec effectivement un tableau qui est fait de la famille tellement catastrophique que la pauvre juge se met à entériner ce type de rapport. Et c'est là où justement que je dis, il y a une influence totalement délétère sur le juge à partir de professionnels qui ont fait un travail qui est extrêmement contestable, mais qui est très difficile à contester puisqu'il y a beaucoup d'abus de pouvoir. Donc il y a un vrai problème de mise en question des professionnels et des travailleurs sociaux. Il y a un vrai problème. Il y a un problème parce que ils sont débordés. Ça, c'est vrai. Ils sont débordés. J'ai dit pourquoi. Système embolisé puisqu'on place des enfants qu'on ne devrait pas placer. Donc, si vous voulez, il n'y a pas un manque de moyens.
il y a un manque de formation, il y a un turnover très important dans les structures, et tout ça nuit effectivement à la qualité de la protection de l'enfance. La Cour des comptes l'a dit de toutes les manières possibles. Ce n'est pas surveillé, ce n'est pas assez contrôlé, ça n'aboutit pas à la protection. Il y a un dysfonctionnement. La France, d'ailleurs, se fait condamner régulièrement sur la manière dont elle gère la protection de l'enfance, avec des condamnations pour faute lourde de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci Alexandre pour votre appel. Direction Montpellier, où on accueille David. Salut David. Oui, bonjour David. Oui, bonjour. On vous écoute David. Alors, déjà, c'est super d'avoir M. Berkoff au téléphone. Merci. Je voulais franchement vous remercier pour toutes vos émissions. Elles sont magnifiques. Et franchement, s'il n'y avait pas vous, je crois que Sud Radio, j'efface. Mais voilà, je vous remercie en tout cas. Et en tout cas, je voudrais aussi remercier Madame Serrada pour avoir lancé en fait le sujet et d'avoir écrit ce livre. Et moi, je voudrais vous parler un petit peu de mon cas. Moi, c'est-à-dire que je me suis séparé avec ma compagne. Bon, on a eu c'est vrai que au moment où il y a eu la séparation, ma compagne avait rencontré quelqu'un. C'était assez douloureux pour moi, donc j'ai voulu essayer d'avoir la garde de mes enfants, au moins d'avoir la garde de mes enfants. Oui. Et du coup, j'ai commencé à lancer une procédure, et puis ensuite une deuxième pour avoir la garde, au moins la garde tous les 15 jours de mes enfants. Oui. Et je suis tombé sur une juge des affaires familiales sur Montpellier qui m'a dit, écoutez, maintenant, stop, ça suffit. Si vous arrêtez pas tout de suite de demander la garde de vos enfants, on va vous la retirer, on va la placer dans une famille d'accueil. Ah oui, carrément, elle vous a dit ça carrément. Ah oui, carrément comme ça. Ouais. Elle m'a sorti ça. Ouais. Et du coup, ensuite, j'ai reçu une assistante sociale qui est venue en me disant « Ouh là là, il faut calmer le truc parce que là, elle est énervée, elle veut vous placer les enfants. » Alors que mes enfants, la maman, elle est super, il n'y a aucun problème avec la maman. Moi, on travaillait tous les deux. Après, il n'y a pas de problème. Moi, voilà, ce que je cherchais, c'était juste avoir une garde de mes enfants. Ma compagne, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle est partie. Moi, j'avais plus du tout. J'ai été faire plein de déclarations au commissariat de police pour des non-présentations d'enfants. J'ai fait partie aussi du réseau Les Papas Perchés pendant des années. On s'est accroché dans les grues pour dire que moi, je voulais voir mes enfants et je ne les voyais pas. Et puis au bout d'un moment, on m'a dit, écoutez, soit on va vous les retirer ou vous arrêtez tout ça. On vous les retire. Et aujourd'hui, David, juste un mot, vous les voyez aujourd'hui, vos enfants? Ah non, aujourd'hui je les vois pas, ça va faire 2 ans que je les vois plus. Ah ouais. Christine Serrada, c'est quand même terrifiant, ça. Enfin, oui, ce papa est dans le cas effectivement de cette transmission des dossiers juge d'affaires familiales, donc après divorce, ça, au juge des enfants. Voilà. Il y a de plus en plus de contentieux dans les familles, mais il faut essayer toujours d'aller au-delà et de se dire, est-ce qu'il y a une maltraitance d'enfants? On ne peut pas sanctionner des parents qui sont en conflit parce qu'ils se quittent. S'ils se quittent, c'est parce qu'ils ne s'entendaient pas. Donc il faut comprendre que le conflit conjugal ne veut pas dire des violences sur les enfants. Quand il reste évidemment dans certaines proportions. On va dire la mésentente. Mais c'est pas le cas d'après David, en tout cas. Alors, même s'ils avaient des petits comptes à régler, tant qu'il n'y avait pas de violence conjugale, que l'enfant n'est pas victime, on ne comprend pas tellement pourquoi il va y avoir effectivement ce risque de placement de l'enfant, qui est souvent à la clé dans les contentieux familiaux. Il y a de plus en plus de transmission de dossiers entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, ce qui accroît encore les possibilités de placement. Les placements sont en constante augmentation, pratiquement 3% par an. C'est quand même énorme. Le Conseil de l'Europe s'est ému des retraits injustifiés d'enfants, a fait un rapport très complet sur tous les pays européens. Malheureusement, la France ne l'avait pas invité. Donc ce sujet des retraits injustifiés d'enfants existe. Il est très important. Et quand on le met en regard des rapports Cour des comptes et autres, on voit bien qu'il y a un problème énorme. Les avocats ne les inventent pas. Les parents qui demandent de l'aide partout et qui se répandent dans les radios, dans les collectifs, dans les manifs, ils n'ont pas inventé le problème. Non, mais quand même, Christine Serrada, on va pas. Et David, merci de votre témoignage. Le problème, c'est que on se dit, on pose la question, on connaît pas l'affaire, vous non plus. On va pas épiloguer, mais simplement, à partir du moment où comment on peut dire à quelqu'un, stop, si vous arrêtez pas maintenant, je le place. C'est-à-dire que elle veut sanctionner le père et en disant, mais si vous nous embêtez encore, je le place. Je pense qu'il y a une idéologie en France dingue, du fait que l'État serait un très bon parent.
Je pense que la famille fait l'objet d'énormément de critiques. C'est vrai que des familles méritent d'être critiquées. Encore une fois, il y a des parents maltraitants, mais les familles, globalement, n'ont pas à être critiquées dans ces proportions-là. Il n'y a aucune étude scientifique disant qu'on est moins bons parents qu'avant. Ça n'existe pas. Mais est-ce qu'on vérifie après, quand on les a placés en foyer, en famille d'accueil, est-ce que les mêmes travailleurs sociaux ou d'autres vérifient si ça se passe bien? Alors, non seulement c'est mal vérifié, mais les chiffres sont accablants. Un quart des SDF sont passés par l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire des placements. Un quart. Il y a une déscolarisation qui fait que 26% des enfants qui sont passés par l'ASE ont des problèmes d'école, ont des problèmes de chômage, ont des problèmes de santé mentale. Donc l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire la solution du placement, ne porte pas ses fruits. La déscolarisation, même la médecine est indigente. Les problèmes de santé existent dans les foyers et même dans les familles d'accueil. Même s'ils existent peut-être moins dans les familles d'accueil. Donc si vous voulez, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas être une solution à tout. Et le fait que les juges se déresponsabilisent, à mon sens, en faisant du placement à tout va, parce qu'ils ont l'impression que l'enfant est placé, donc il n'y aura pas de problème, ça c'est une fausse croyance, mais qui engendre une souffrance terrible chez les parents. Le droit de vivre en famille est un droit reconnu par la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE. Le droit de vivre en famille pour l'enfant et pour les parents existe dans nos textes et il doit être respecté. Alors écoutez, on en parle tout de suite après et on a des auditeurs et on va vous prendre juste après cette petite pause. Oui, vous êtes nombreux à nous appeler aujourd'hui au 0826 300 300. On continue de prendre vos appels et vos témoignages. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h49 sur Sud Radio, on continue de parler de placement abusif d'enfants avec Christine Serrada qui est notre invitée et on accueille Romy de Paris au 0826 300 300. Bonjour Romy. Bonjour Romy. Bonjour. On vous écoute Romy. Alors j'interviens parce que justement j'ai lu le livre de Christine Serrada qui développe très bien toutes les situations dans lesquelles les enfants sont placés alors que ça devrait pas. Donc moi dans mon cas c'est pareil, j'ai 6 enfants qui ont été placés. 6, oui. Alors 5 dans un premier temps suite à des violences conjugales, j'étais enceinte du 5e. Le papa est allé en prison et moi on m'a retiré les enfants. Dans un second temps j'ai récupéré mes enfants, donc je me suis remis avec le papa et on a eu un 6e enfant qui ont été de nouveau placés les 6. Voilà. Et pour des raisons de violence et de maltraitance, Romy? Pourquoi sur les enfants, non. Sur les enfants, non. Sur vous, oui. Non. Voilà. Et donc les enfants, simplement, ils ont estimé, j'essaie pour comprendre, ils ont estimé que le fait pour les enfants de vivre dans un couple qui se déchirait, où ça allait mal, où il y avait en tout cas, d'une certaine partie, il y avait des violences, n'était pas apte, ne leur présentait pas, enfin ne prodiguait pas le climat qu'il fallait pour eux. C'est ça qu'ils vous ont dit, j'imagine. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et puis en fait, moi j'ai porté plainte justement dans le but de me protéger moi et de protéger mes enfants. Oui. Et quand je me suis retrouvée en fait sans les enfants, du coup, là le motif c'était que j'étais pas apte à m'occuper de mes enfants toute seule. Donc. D'accord. Et aujourd'hui. C'est contradictoire aujourd'hui avec la lutte faite contre les violences aussi. Mais aujourd'hui, où vous en êtes, Romy, enfin, vous êtes, je veux dire, vos enfants sont toujours dans des foyers ou dans des... Alors, grâce à l'avocat qui m'avait accompagné, qui est Maître Verdier, on a réussi à faire placer les enfants chez les grands-parents, chez mes parents à moi. D'accord. Voilà, donc... D'accord.
Christine Serrada, voilà, aussi c'est un cas, ça, enfin, un cas tragique, bien sûr. Alors, bien sûr. Donc, les violences conjugales, on considère qu'un père qui est violent avec la maman ne peut pas être un bon père, et je souscris totalement avec ça. Un enfant qui évolue dans un climat de violence conjugale, il est victime directe, ça c'est certain. Là où ça ne va pas, c'est que lorsque le père est éloigné, parce qu'il fait de la prison, parce qu'il y a une séparation, et que la mère est avec ses enfants, pourquoi on lui prend les enfants ? Pourquoi la suppose-t-on incapable de s'occuper de ses enfants alors que le père a été éloigné ? C'est la double peine pour elle. Elle a été victime de violences conjugales, les enfants aussi, et elle se retrouve sans ses enfants. Le fait de prendre les enfants aux parents protecteurs est inadmissible. Si le parent qui est là et qui peut prendre ses enfants, la mère en général, ne fait pas de mal à ses enfants. Et pourtant, c'est systématique. Donc là, il y a un véritable problème. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans ces situations, il y a d'autres façons d'aider les familles que de placer les enfants. L'assistance éducative devrait être une assistance au sens d'aide. Il y a beaucoup de façons d'aider les familles sans être tout de suite dans le retrait de l'enfant. Et c'est pourtant un réflexe de plus en plus important. D'accord, merci beaucoup Romy, merci. C'est vrai que là il y a beaucoup de choses à faire, et pour la justice et pour l'administration, et pour nous aussi, pour les citoyens. On accueille Jean-Yves qui nous appelle depuis les Landes. Bonjour Jean-Yves. Oui, bonjour Jean-Yves. Bonjour André, bonjour à Madame Serrada. Écoutez, Madame Serrada, j'interviens par rapport au sujet du placement abusif dans le cadre du syndrome d'aliénation parentale. Donc l'interlocutrice précédente a évoqué ce sujet. Je trouvais juste que vous devriez peut-être apporter un peu plus de nuances, parce que ce sujet était quand même un sujet grave, hein, le syndrome de l'aliénation parentale. Je pense que tout le monde le connaît, mais en gros, le principe, c'est un des deux parents, souvent les mères, malheureusement, ça va peut-être pas vous plaire. En gros, lors d'un divorce, souvent une séparation ou un divorce conflictuel, détruisent complètement l'image du père auprès des enfants, avec pour conséquence que les enfants finalement rejettent leur père. Ce qui m'est arrivé, hein, c'est un témoignage, je vais le faire de manière très brève. Très rapide, oui, malheureusement, Jean-Yves. Très rapide. Oui. Donc, moi, mon divorce a eu lieu, mes enfants avaient 5 ans et 9 ans, ils ont 19 ans et 23 ans, maintenant. Oui. Je voudrais simplement dire que les conséquences de ce syndrome ont été que, on m'a littéralement volé mes enfants. Un enlèvement. C'est comme si, au jour d'aujourd'hui, je n'avais pas eu d'enfant. Voilà, donc je dirais que le placement, vous le considérez comme abusif, et que les mères cherchent systématiquement à protéger leurs enfants. Ce qu'on peut entendre dans un cas de maltraitance physique ou morale avérée. Ça ne doit pas se faire forcément aux dépens des pères, ou en tout cas aux dépens du conjoint qui n'a pas fauté. Aux dépens du conjoint. Ouais. Et j'allais dire que la solution peut-être d'un placement dans une famille d'accueil permettrait au moins à l'un des deux parents qui, quand on est dans des cas de dénigration, parce que c'est souvent le cas du syndrome d'aliénation parentale, et au moins peut-être d'amener l'un des deux parents à réfléchir sur les conséquences de son acte. De son acte, oui. Merci Jean-Yves. Non, mais je crois que c'est vrai. Est-ce que Christine Serrada, juste rapide, parce qu'on arrive en fin d'émission, vous ne jetez pas un peu rapidement tout placement avec l'eau du bain? Parce que il y a des moments où effectivement, comme dit Jean-Yves, le foyer ou la famille d'accueil peut être utile. Il y a d'autres moyens pour intervenir dans le cas d'une mère qui mettrait un peu sous emprise ses enfants, parce que je préfère le terme d'emprise que le terme de syndrome d'aliénation parentale, qui encore une fois n'a aucun caractère scientifique et qui a été imaginé par un psychiatre complètement dingue. S'il y a une emprise de la mère sur les enfants, je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens pour aider la mère et les enfants que de lui prendre les enfants. Et encore une fois, je pense que les pères ne devraient pas souhaiter que la solution du foyer soit choisie si la mère n'est pas maltraitante. Sauf qu'il n'a pas vu ses enfants depuis 15 ans et c'est comme s'il n'avait pas d'enfants. Oui, c'est un cas d'emprise. Ils existent, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas du tout autant qu'on le dit. Et ce motif qui est utilisé à tout va est très souvent faux. Et dans quelques cas, dans le cas de ce monsieur, peut-être qu'il est tout à fait vrai, je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'il y a quand même d'autres moyens de remédier à la situation que de prendre les enfants et les mettre dans un foyer. Cette façon d'enlever un enfant à son parent protecteur et à son parent qui l'aime et de le faire élever par des étrangers, pour moi,
n'est jamais une solution, sauf si l'enfant est maltraité. Je le répète. Eh bien, écoutez, sur ces paroles, nous allons arrêter l'émission, mais je pense qu'on reprendra le sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous referons une ou plusieurs émissions sur ces placements abusifs d'enfants. Merci Christine Serrada d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, Placement abusif d'enfants, une justice sous influence, c'est aux éditions Michalon. André Berkoff, on se retrouve demain.